Maurice, de son nom de famille Joly, nous a concocté un trek de rêve de 3 semaines qui nous fera traverser le Haut-Atlas en gravissant le Mgoun, pour les plus courageux. Alors, bah oui, le souci c'est le fil d'où il vient, parce que... Après quelques haltes dans de jolis villages, le déjeuner nous attend sur le lieu de départ de notre randonnée. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec l'équipe muletière qui nous accompagnera durant ces 3 semaines. Les caméras. Là, je comprends pas. Là, on arrive à 4000 mètres. Presque. C'est l'avant-dernier jour. Et demain, on rentre en Marrakech. L'ascension vers le plateau de Djebel Til se fait par un chemin muletier offrant de belles vues sur la vallée verdoyante et les villages environnants. C'est l'occasion de nombreux arrêts propices à la rêverie devant cette splendeur naturelle et ce calme retrouvé. Nous bivouaquerons près des Azibes. Ces bergeries sont un habitat pour le berger et sa famille, ainsi qu'un enclos où le troupeau est enfermé la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, Jean, tu ne veux pas me défaire ma gourde? Le cœur de l'Atlas cache des plateaux d'altitude et de nombreux villages à la beauté surprenante. Après le franchissement du col, nous descendons vers le village d'Aït Bouaï, puis d'Aït Maghrib. Le déjeuner terminé, ce sera la traversée des ruelles du village, dominées par des maisons fortifiées, et la poursuite vers notre bivouac, tout en contrebas le long de la rivière. On est à quelle altitude? Entre 1005 et 1450. Pour rejoindre la vallée de la Tessaoud, nous empruntons des gorges rafraîchissantes. Et encore sur mon épaule. Faire ne pas aller à la... Oui. Ça, c'est un gars. C'est de la chaîne. Le petit, là. Oui. Oh, le mec. Notre équipe muletière a installé notre campement dans un endroit charmant, le long des berges de la rivière Tessaoud et ses eaux rouges et boueuses. Nous sommes tout près du village d'Isfoula. Ce matin, nous quittons la vallée de la Tessaoud. Les montagnes rouges sont omniprésentes. La présence de sources permet de se rafraîchir lors de cette montée rapide. Ah, vous êtes beaux tous les deux en contre-jour, là. Nous remontons progressivement la belle vallée d'Aït Mid, bordée par des villages en terre ocre qui se fondent avec la montagne. La traversée de ces hameaux est toujours un moment de bonheur avec son cortège d'enfants. Les adultes se cachent. La rivière devient tumultueuse et se transforme en torrent. Nous slalomons de part et d'autre de ce cours d'eau. Notre déjeuner se fera à l'ombre des noyers,
très nombreux ici. Oui. Après le repos, nous continuons la remontée de la haute vallée. Salam. Les contreforts de la montagne sont sculptés par la main de l'homme. Je contemple cette harmonie de couleurs et de formes. Je reste admiratif devant l'ampleur de ces paysages mis en culture. Allez, vous pouvez le faire, on y est presque arrivé. Ça va, merci. Puis, nous montons vers les hauts pâturages pour rejoindre les azibes. Ce sera un repos bien mérité. La fraîcheur se fait déjà sentir. Ce matin, nous quittons les bergeries et leurs pâturages verdoyants pour aborder une région montagneuse rude et franchir un col à 3000 mètres. Ces nombreux cols relient entre elles de profondes vallées, généralement orientées nord-sud. L'Atlas central est le plus secret, le plus sauvage des massifs marocains. Les immenses pâturages du lac intermittent Mchalt marquent un relief plat et permettent au corps de se reposer tout en marchant. Après le col, un paysage majestueux nous attend pour le déjeuner. La descente sera longue pour rejoindre une auberge. Il faut travailler les ânes aussi, non? Ça dépend. Première nuit dans une auberge. La lune et les étoiles me manquent déjà. Du joli village de vallée de Tigza, nous reprenons notre ascension en suivant le cours d'une rivière appelée Assif. Un asphalte. Tu marches au fond de la vallée, mais tu as la route goudronnée juste à. La vallée s'élargit peu à peu pour s'épanouir sur de hauts plateaux herbeux fréquentés par les nomades et leurs troupeaux. Nous sommes au pied de la montagne Ngomar qui culmine à 3610 mètres. Un dernier col à franchir et dans la descente apparaît sous nos yeux éblouis le lac glaciaire de Tamda. Le bleu scintillant de cette étendue d'eau posée au cœur des montagnes arides est un spectacle d'une fascinante beauté. Un bivouac en montagne comblera tous les amoureux de la nature. Rien de tel que de planter la tente au bord d'un petit lac glaciaire entouré de sommets imposants, le tout dans un silence ressourçant. Oh, il y aura peut-être plus. Chaque jour, un nouveau col nous attend, ce qui va nous permettre de découvrir une nouvelle vallée avec des panoramas insensés. En cette fin d'après-midi, nous installons notre bivouac dans un cadre exceptionnel qui incite à la rêverie. Chaque soir, je retrouve intacte la magie du bivouac, de ce temps retrouvé. Dans ces pâturages d'altitude, la rencontre avec les bergers est toujours un moment privilégié. Tisser des liens est difficile. Heureusement, il y a les regards bienveillants et la complicité qui se crée grâce à l'éternalité à la menthe et au spectacle des facéties de cet agneau. Le jour se lève et les rayons du soleil viennent chauffer doucement la toile de notre tente.
Durant ces 3 semaines, nous vivons en autarcie grâce à la présence de cette caravane muletière qui nous accompagne 24 heures sur 24. Chaque jour, elle se déplace pour allier un nouveau lieu de campement en transportant cuisine, nourriture, nos tentes et sacs. Il s'agit d'une belle aventure pour découvrir la montagne. Comme le truc qui rentre sec et dur, et qui sort mouillé et mou. On va 2 rescapés. Faut prendre pas par pas. Exactement. L'accueil et la disponibilité de notre équipe muletière apportent le confort nécessaire à notre immersion dans cette nature sauvage et grandiose. Notre équipe se compose de notre guide Mohamed, du cuisinier Omar, de 2 muletiers qui portent les mêmes noms que notre guide et notre cuistot. Ils sont secondés par 2 aides, Youssef et Mustapha, qui se chargent des bagages et de toute l'intendance. Il ne faut pas oublier de remercier nos 4 valeureuses mules sans laquelle rien ne serait vraiment possible. On a l'impression qu'ils ont tous les deux en pyjama. Merci. À l'heure du déjeuner, la mule cuisine dépose le matériel afin que notre excellent Omar prépare le repas. Préparer des plats dans des conditions difficiles mérite le respect. Cela est un moment de plaisir de partager un aussi bon repas. Merci Omar. Dans des conditions comme ça, nous redescendons vers Megdaz, l'un de mes plus beaux villages de l'Atlas. Je suis étonné de la hauteur de ces constructions en terre et pierre rouge. Ces maisons hautes sont des greniers fortifiés appelés igrem. L'igrem appartient à plusieurs familles qui y entreposent leurs récoltes, céréales, légumes secs, huile et certains objets de valeur, afin qu'elles soient en sécurité lorsqu'elles se déplacent avec leurs troupeaux. Les moulins à eau sont omniprésents dans l'Atlas. Les meules permettent de broyer différentes céréales dans le but d'obtenir de la farine. L'énergie hydraulique qui fait tourner les meules est produite grâce à une roue à cuillère horizontale située sous le moulin. Ce matin, nous avons retrouvé la rivière Tessaout. Nous remontons sa vallée. La piste serpente entre des falaises de grès rouge. Autrefois, avant l'arrivée des routes, on appelait ce lieu la vallée perdue, tant son accès était difficile. Les nouvelles pistes et routes grignotent peu à peu les espaces de randonnée, pour le plus grand bonheur des Marocains qui voient leur vallée désenclavée. Ce sera le cas aujourd'hui, beaucoup de pistes. La vallée est cultivée et fertile. Les sentiers en balcon plongent vers un échiquier de champs cultivés. La vie est grouillante. Les femmes sont élégantes, habillées tout en couleurs. Nous quittons cette vallée à Tishki pour rejoindre un col à 3000 mètres, situé sous le Djebel Tajoujga. La descente pour retrouver notre campement se fait dans un univers rude et minéral. Il y a des expériences que seule une nuit en bivouac permet de vivre. Ce n'est qu'en étant sur place que l'on peut prendre le temps de voir évoluer la lumière de l'aube.
Le premier regard que je pose sur les paysages qui m'entourent m'émerveille toujours. Cette lueur matinale qui baigne cet univers sublime le moindre rocher et le pelage de nos mules. Et puis il faut démonter le campement et charger les mules. L'âne sait où le bas blesse. Cette expression bien connue et imagée date du XVe siècle. En effet, c'est souvent en retirant le bas que l'on s'aperçoit des blessures occasionnées par un mauvais chargement. Et nos mules, nos 4 muletiers les soignent. Est-ce par respect ou pour leur gagne-pain? Les deux sans doute. En tout cas, les charges seront bien accrochées et réparties sur leur dos. Le serrage des sangles est un véritable balai à laquelle se livrent nos muletiers. Une mule peut porter environ 120 kg et se montre agile sur les sentiers caillouteux de l'Atlas. Il est beau, Youssef. L'expression « être chargé comme une mule » ne s'applique pas à nous, randonneurs qui ne portons que notre léger sac à dos. Ce soir, nous bivouaquons au pied du Mgoun qui culmine à 4068 mètres. Pour les plus courageux, demain matin sera l'occasion de gravir ce sommet. Mais au fait, comment se passe une journée de trek? Le rythme est donné par le soleil, le parcours, les conditions météo, le lieu de l'installation du prochain bivouac, l'endroit du déjeuner, les visites dans les villages ou les rencontres impromptues au fil du sentier. Le premier levé est Omar, le cuisinier qui prépare boissons chaudes et le pain. En règle générale, le réveil sonne tôt, vers 6h30, pour pouvoir profiter des heures fraîches de la journée. Cela coïncide avec le jour qui se lève et les premiers rayons du soleil qui réchauffent la tente. Vient ensuite le temps de rangement de la tente et la répartition des affaires, soit dans le sac pour le prochain bivouac, soit dans le sac à dos pour la journée. La tente est maintenant vide et prête à être démontée par nous-mêmes. Ce sera ensuite le petit déjeuner, toujours apprécié avec une tasse de thé fumante ou un café. Confiture, pain et l'éternelle vache qui rit. Ce sera l'occasion de compléter les provisions d'eau pour la journée. Entre-temps, Mohamed, notre guide, aura fixé l'heure du départ en nous faisant un rapide programme. Pendant ce temps, l'équipe locale procède au démontage du camp, prend en charge nos sacs de voyage qui seront solidement sanglés et écrasés sur nos chères mules. Aux alentours de midi, on retrouve notre cuisinier Omar et un muletier, installés sur le parcours dans un endroit propice pour la pause déjeuner. Le repas est parfois suivi d'une petite sieste. On repart pour quelques heures jusqu'au camp suivant que l'on atteint aux alentours de 16h ou 17h pour les plus longues étapes. À notre arrivée, l'équipe muletière a souvent fini l'installation du campement, de la tente cuisine. Il ne reste plus qu'à prendre possession de nos tentes individuelles. Après une petite pause thé, je dispose d'environ 2 heures pour profiter des lieux. Le repas du soir est servi aux alentours de 19h.
Et on se couche rarement au-delà de 21 heures. Ici, ça s'appelle le sédentiste. Il y a toujours un conflit entre les deux. Non. T'en veux pas. Par contre, on est bien. Non, c'est du couscous. C'est couscous. Bon ben. C'est net, c'est Pas bon. les mêmes légumes. C'est bon, hein. Comme chaque matin, l'équipe participe au démontage du camp et notre chef et guide Mohamed donne les ordres. On part dans 5 minutes. Mohamed sera un guide parfait, curieux et soucieux de faire partager l'amour de son pays. Je te sers gazou? Gazou est là. Oui, le gazou de la gazelle. Un mot, Tu un l'appelles mot. plus la gazelle non plus. Non, la gazelle c'est général, c'est la belle. Oui, mais quand elle est plus belle, quand elle est moche, quand ça devient Mais léger. même si elle est moche, tu lui dis belle. Tu dis ma belle alors qu'elle est moche. mais c'est Tu es en juste la contradiction. fille. Même s'il est vieille, tu dis la fille. Non, là. Qui marche, hein. Ils sont partis tôt. Ah oui, ils sont passés ce matin, j'ai voulu interroger. Marcher au long cours est une incitation à la flânerie et la rêverie. C'est une échappatoire au monde de la vitesse et un éloge de la lenteur. Dans notre monde trépidant, je me rends compte de l'importance de prendre son temps. Mon esprit se libère au fil des pas, l'un devant l'autre. Tout autour de moi m'incite à la rêverie et la méditation. La beauté des lieux force à lever les yeux, à reprendre son souffle et remercier d'avoir la chance d'être là aujourd'hui. Ce sont mes échappées belles. Ah, on ne donne pas d'indice. On ne donne pas d'indice. On ne donne pas d'indice. Non, mais c'est lui qui trouve. T'es un peu dépensière, je trouve. Depuis le Mgoun, nous descendons de vallée en vallée. Aujourd'hui, nous avons suivi la Sifi Mescar qui nous emmène à Alemdoun. Ouais. Nous remontons les gorges de l'Oued El Kati, bordées de lauriers roses. Au sortir des gorges, nous arrivons dans la superbe vallée de El Oud. Il s'agit d'un vrai coup de cœur avec les montagnes aux couleurs ocre et rouge, qui s'harmonisent avec une des plus belles architectures en pisé du Maroc. Ces couleurs ocre tranchent avec la végétation luxuriante de ces jardins de montagne. On y trouve de belles casbahs, en bon état ou restaurées. Il est d'eau pour faire le linge.
Depuis hier après-midi, nous randonnons dans la fameuse vallée des Roses, qui ne porte son nom que pendant 2 mois au printemps. La vallée des Roses est un véritable jardin coloré de lauriers roses, d'allées de rosiers servant de clôture, de champs de blé, de maïs et d'orge. Les femmes ou les hommes sont... La vallée se rétrécit et pendant 2 jours, la marche se fait au fil de l'eau de l'Oued Mgoun, en serpentant de part et d'autre du lit de la rivière. Les villages sont nombreux. Oui, j'ai vu ça ce midi. Oh là là, elle bouffe là. Ah ouais, c'est la gorge. On appareil photo, je l'ai vu. C'est trop vite. Il a la dame, voir, avec sa guenille. Les gorges du Mgoun sont parmi les plus spectaculaires du Haut-Atlas. Salam. Ça va bien? C'est pour moi. Et vous mettez où les toiles quand vous arrêtez là? Non? C'est bon? Je pleurais. La randonnée le long de la rivière est une promenade rafraîchissante. Les gorges se rétrécissent jusqu'à pouvoir toucher les 2 parois de la gorge en écartant les bras. Le courant est fort et la progression difficile. En levant la tête, on s'aperçoit que les sommets des falaises se trouvent à plus de 1000 mètres au-dessus de nous. Il faudra traverser de nombreuses fois la rivière Aguet et changer de rive constamment. Tranquille, hein? Notre dernier jour de randonnée nous fera découvrir la vallée des Aïd Bougmez, appelée la vallée heureuse. Cette douce vallée s'étire en un long ruban verdoyant au pied de villages accrochés aux parois du Djebel Mgoun. C'est un havre de paix, sublimé par des paysages aux couleurs incroyables. C'est la plus accessible des vallées du Mgoun. Le grenier de Sidi Moussa domine la vallée depuis son promontoire. Cet ancien grenier collectif a été restauré par l'UNESCO il y a quelques années. Le grenier est surveillé par un gardien qui y monte le matin. Après avoir profité de la magnifique vue à 360 degrés, nous visitons le grenier. Le gardien, Mohamed, nous invite à déguster un thé à la menthe.
le plus. بالحماد هو المشطح. C'est vachement ingénieux. بس بالحماد والقلع. Vous êtes partis. Je ne résisterai pas au plaisir de redécouvrir le jardin du peintre Jacques Majorelle avant notre départ. Ce lieu magique n'est pourtant plus un havre de tranquillité, mais la magie du lieu opère toujours sur moi. Ce bleu m'enchante et les fontaines reposent. Merci à toute l'équipe muletière et à Mohamed, sans qui cette jolie balade n'aurait pas été possible.